Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder le cas du Japon qui se réarme progressivement face à la Chine. Allez, c'est parti. Les objectifs stratégiques du Japon en politique de défense sont fondamentalement inchangés depuis la fin de l'occupation en 1952 et restent régis par l'article 9. Protéger les populations, le mode de vie, le territoire et la zone économique exclusive, la ZEE. Il faut aussi préciser que, malgré la déclaration d'une menace chinoise dans le livre blanc de la défense, le Japon n'a absolument pas pour politique actuelle de défendre militairement Taïwan, ni aucun autre pays asiatique, mais de veiller à la stabilité régionale en priorité et de se défendre en cas d'attaque directe. Il n'est pas en état de faire autrement. Cette orientation est enracinée en particulier dans les 8 principes du 20 mai 1957. Pour y parvenir, le gouvernement s'appuie sur la diplomatie pour la promotion de la paix ainsi que sur les forces d'autodéfense pour les capacités nationales limitées et conventionnelles de défense territoriale, complétées par le parapluie américain au travers de l'alliance américano-japonaise. Depuis 1992, décongestionné par la fin de la guerre froide, le Japon a accru son activité diplomatique tout en s'octroyant au cas par cas des missions outre-mer non combattantes. Cependant, cette approche en douceur est mise à l'épreuve par l'émergence d'une nouvelle réalité géostratégique démontrant l'insuffisance de la défense. Récemment, les tensions conflictuelles en Asie-Pacifique ont atteint un seuil critique, avec la perspective d'une grande guerre, tandis que le poids stratégique de la Chine redevient prépondérant dans la région et que l'ascendant global des États-Unis chute irrévocablement, tout en étant sur le point de redéfinir leur modèle et leur dimension géostratégique, entraînant ces deux puissances sur une trajectoire de confrontation existentielle pour des causes qui sont propres à chacune d'elles. Une nouvelle guerre du Pacifique, si je puis dire, s'annonce, cette fois-ci avec la Chine comme champion asiatique. Le Japon, archipel coincé à l'extrémité nordique de la première chaîne d'îles de l'Asie-Pacifique, est mortellement pris en étau entre la croissance de la Chine voisine et l'alliance avec les États-Unis. Pour l'instant, le Japon ne vise pas à restaurer sa puissance politico-militaire, ce pourquoi il n'est pas prêt, mais à poursuivre sa normalisation afin de veiller sur sa sécurité en péril. Dans ce cadre, les orientations pour 2028 sont de remodeler la force d'autodéfense en force de défense multidomaine, de développer l'industrie de défense et sa base technologique ainsi que sa résilience, de renforcer l'équitabilité de l'alliance avec les États-Unis par des mécanismes bilatéraux et de stimuler la coopération sécuritaire internationale. Ce dernier point concerne des puissances européennes, principalement le Royaume-Uni et la France, avec de nouveaux accords de défense conclus respectivement en 2023 et en 2024, qui sont en même temps voulus par la compétition franco-AUKUS, ces fameux sous-marins australiens. Ces échanges se concrétisent aussi physiquement par des exercices binationaux dans lesquels ont été engagés pour la première fois des contingents terrestres, Vigilant Isle avec le Royaume-Uni anticipativement dès 2018 et le Brunei Takoromi avec la France en 2024. La Corée du Sud, les Philippines et l'Australie sont au niveau régional les pays les plus courtisés pour la coopération de sécurité et de défense. En outre, le Japon est devenu depuis le sommet de Bucarest en 2008 un partenaire global de l'OTAN, ce qui n'en fait pas pour autant un allié. Afin de réunir sa future force de défense multidomaine, le Japon a établi en 2024 un commandement des opérations interarmées de sa défense, le JSDF, Joint Operation Commando, ou Togo Sakuzen Shiberu, placé à Ishikawa, au cœur de Tokyo, sous le contrôle du chef d'état-major interarmé. Ce système permet d'optimiser la conduite d'opérations multidomaines de toutes les composantes opérationnelles sous un commandement centralisé qui chapeaute dorénavant tous les groupes de défense, à savoir l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre. De plus, il assure la mise au diapason opérationnel avec le quartier général des forces américaines au Japon, USFJ, situé à Yokota, base à l'ouest de Tokyo. Son lien avec le commandement américain de l'Indo-Pacifique est aussi important.
Cette mesure fait donc partie du renforcement et de l'équilibrage de l'alliance américano-japonaise. Sous la tutelle du nouveau commandement intégré japonais, les unités opérationnelles des forces terrestres, maritimes et aériennes connaissent elles-mêmes leur plus grande restructuration depuis leur création, sur une voie qui avait été pavée par des réformes mineures depuis le début du siècle. Commençons par le domaine terrestre. La force terrestre dispose de 9 divisions et de 8 brigades de combat, tout en tenant compte que les divisions japonaises ne sont que des brigades avec de plus larges bataillons. Elles sont réparties entre le Ground Component Commandant et 5 armées ou forces régionales au nord, nord-est, est, centre et ouest. Tout en conservant cette structure défensive et territoriale, plusieurs unités ont été converties entre 2018 et 2023 dans un rôle de déploiement rapide sur l'archipel japonais, y compris vers ces îles extra-côtières au sud qui sont les plus exposées aux menaces, notamment Okinawa ou même Yonaguni qui n'est qu'à 68 000 marins de Taïwan. Les nouvelles troupes de déploiement rapide sont les 2e, 6e et 8e divisions, ainsi que les 5e, 11e et 14e brigades. Ces divisions ou brigades, bien qu'étant toutes assignées à cette mission, ne possèdent chacune pour le moment qu'un seul bataillon appelé le Régiment de déploiement rapide, organisé spécifiquement en unités mixtes infanterie-cavalerie blindée légère sur roues et projetable par les airs. Le Ground Component Command complète ses capacités avec 3 unités d'élite. La brigade de déploiement rapide amphibie, créée entre 2018 et 2024, la première brigade aéroportée, la Kudaidan, ainsi que le groupe des opérations spéciales. En effectif cumulé, ce potentiel représente environ 36 000 troupes d'intervention, 10 000 si l'on ne compte que les régiments de déploiement rapide et les troupes amphibies et aéroportées. Si un ennemi débarquait, cela serait bien insignifiant pour repousser une invasion, malgré les bénéfices défensifs des distances maritimes et de l'environnement montagneux. De plus, ces unités arriveraient au compte-gouttes. L'entièreté de la flotte de transport aérien japonaise, encore composée de Kawasaki C2 et de C-130H à la fin de la décennie, est requise pour amener en une rotation un bataillon de déploiement rapide au complet. Presque la moitié de ces unités étant stationnées dans le nord, à Hokkaido, la question du tempo de projection vers le sud se fait encore davantage ressentir. La stratégie prévoit 4 phases d'intervention terrestre contre une attaque du territoire japonais. Avant-garde d'infanterie légère, régiment de déploiement rapide, autres unités appartenant aux divisions ou brigades de déploiement rapide, renfort par des divisions ou brigades de garnison fournies par les commandements régionaux. Un autre séisme pour la force terrestre japonaise est qu'elle est de plus en plus dépourvue de ses moyens lourds, surtout les chars et l'artillerie de campagne, dans une optique qui rappelle celle de la restructuration en cours dans l'US Marine Corps ou les rappels réalistes de la guerre en Ukraine. Maintenant, nous allons parler de la marine. La force maritime est aussi particulièrement marquée par les plans stratégiques pour 2027. Perpétuant la tradition impériale de compétition pour la prévalence entre armée et marine. La force d'escorte et la force de déminage de la Self-Defense Fleet vont être dissoutes et combinées dans une flotte surface force, la Sujo Kontai, avec 3 surfaces Battle Group, basées à Yokosuka pour le premier groupe, à Kure pour le deuxième et à Meizuro pour le troisième, soutenues par un Amphibious Mine Warfare Group et un Patrol Self-Defense Group. La flotte d'autodéfense maintiendra ses Fleet Submarine Surface et la Fleet Air Force aux côtés de la nouvelle force de surface. Simultanément, le Fleet Information Warfare Commando va être formé à partir des actuels commandements du renseignement, du soutien océanographique et de la lutte anti-sous-marine, ainsi que des sémaphores et du commandement des communications des districts navals. Il sera subdivisé en 2 groupes, renseignement opérationnel et défense cyber, et sera élevé à un statut égal à celui de la Self-Defense Fleet, manifestant l'importance du caractère multidomaine et des opérations cognitives dans la force d'autodéfense de demain. Les décisions pour la Surface Force et l'Information Warfare Command ont été annoncées en septembre 2024 et prévoient leur activation en mars 2026. Autre changement, les commandements régionaux de la marine vont passer de 5 à 4 après l'incorporation de la force de district naval Dominato dans celle de Yokosuka et maintenant 3 districts dans le sud, prioritaires par rapport à la Chine,
à Kure, à Maizuru et à Sabeso. Les principaux moyens navals combattant vers la fin de la décennie seraient 2 porte-avions légers, classe Izumo convertis, pouvant embarquer ensemble 24 F-35B et 16 V-22, 2 porte-hélicoptères de la classe Yuka, 10 destroyers multirôles Aegis avec une capacité de défense antimissile, les 6 plus récentes unités frôlant la catégorie même de croiseurs, une trentaine de destroyers et frégates multirôles, dont 12 de la nouvelle classe Mogami en construction, 22 sous-marins, essentiellement des Taikei et des Soryu, et 12 nouveaux patrouilleurs du littoral du programme Next Generation Offshore Patrol Vessel. 3 petits navires amphibies de 1700 tonnes s'ajouteront à la flotte pour conduire des renforts vers les îles isolées. Un nouveau contrat pour utiliser 2 navires privés lors de déploiements rapides sera aussi conclu. C'est une force importante et moderne, en croissance modérée, mais limitée à des capacités défensives d'une taille nettement inférieure à celle de la marine chinoise et qui ne saurait compenser la 7e flotte de la marine américaine dans le Pacifique Ouest. Enfin, parlons de la force aérienne. La force aérienne connaît elle aussi quelques restructurations, comme la création du 2e escadron de gestion de systèmes spatiaux au sein du groupe d'opérations spatiales, une autre démonstration de l'effort vers une force de défense multidomaine. Elle va surtout renouveler ses capacités. La petite flotte aérienne combattante sera composée vers 2030 d'environ 260 chasseurs combinant 127 F-35, dont 42 F-35B à décollage et atterrissage vertical dans un rôle aéronaval, 68 F-15J au standard Japan Super Interceptor et 62 F-2 accompagnés de drones MQ-9B de surveillance pouvant être armés. Les F-35 fourniront donc la moitié de cette capacité. 4 transports C2 en version SOJ de guerre électronique font partie des nouveaux appareils de soutien qui sont attendus dans les mêmes délais. Ensuite, à partir de 2035, il est prévu de retirer tous les F-15 et F-2 pour les remplacer par les futurs chasseurs et drones issus du programme Tempest, extrêmement onéreux et développé avec le Royaume-Uni et l'Italie. Cette dépendance technologique avec de lointains pays ayant leurs propres impératifs géopolitiques n'est pas sans risque ni incertitude. Hormis les forces conventionnelles qui mènent les opérations, l'essentiel de l'architecture de défense japonaise pour l'horizon 2030 s'érige avant tout sur la synthèse de haute technologie d'A2 et d'AD de renseignement. C'est le cheval de bataille. La liste des moyens escomptés en missiles, capteurs ou robots est longue. Ce qui compte est d'en retenir les pierres d'angle et d'en comprendre la doctrine et ses conséquences. La défense aérienne et balistique intégrée sera mise en œuvre en 3 échelons. Les systèmes d'alerte avancés, y compris satellitaires, tant américains que japonais, pour détecter et suivre un tir ennemi, la traque et l'interception en mer par les destroyers Aegis et leurs 32 nouveaux missiles SM-6 Bloc 1 ou plus vieux avec le SM-3 Bloc 2A, le relais en phase terminale par les stations radar FBS 357 modernisées, couplé aux 48 lanceurs PAC-3 de la force aérienne et aux 17 batteries type 03 de la force terrestre comme dernière ligne de défense. De plus, les capacités de lutte anti-navire sont augmentées, tandis que celles d'attaque terrestre sont introduites, donnant un trait plus agressif à la défense japonaise. Pour ce faire, dans un mélange de matériel, le Japon a décidé de s'équiper de 400 missiles de croisière Tomahawk à lancer depuis ses destroyers, ainsi que d'AGM-158 JASM et Joint Strike Missiles, les JSM, dans le domaine aérien et de missiles anti-navires type 12 de 900 km de portée qui seront déclinés en version terrestre pour patrie côtière en 2026, en version navale en 2027 et aérienne pour F2 en 2029. En 2024, en anticipation de la croissance de la lutte anti-navire et de l'arrivée des types 12 destinés aux lanceurs terrestres, l'unité d'artillerie et de campagne de l'armée de l'Ouest, ayant ses quartiers à Yota, dans le sud de l'archipel, a été étoffée en 2e brigade d'artillerie. Elle est destinée à couvrir le chapelet d'îles Nanze au sud et sera de loin la plus grande unité d'artillerie japonaise avec ses 3 régiments côtiers, son régiment de campagne et la 301e batterie qui deviendra après 2030 un bataillon armé de planeurs hypersoniques. En effet, des projets de missiles et de planeurs hypersoniques au Japon sont à l'étude. C'est l'effet miroir avec la nouvelle doctrine Force Design 2030 de l'USMC
qui se consacre grandement à la défense du littoral, notamment avec des capacités anti-navires. Pour compléter ces dispositifs A2AD dans le domaine spatial, un satellite de surveillance va être mis en orbite en 2026 par l'agence spatiale japonaise, la JAXA, tandis que la résilience des systèmes de communication satellitaire sera endurcie. Dans le domaine du spectre électromagnétique, les maillets du filet croiseront de nouvelles capacités de brouillage des radars et des communications avec celles de guerre électronique, par exemple les avions C2SOJ, et de contre-mesures, ainsi que d'armes à haute énergie laser ou haute puissance micro-ondes anti-drone devant apparaître au début des années 2030. Enfin, la multiplication des systèmes robotisés sera aussi cruciale dans le dispositif multidomaine. À la fois ossature des forces et éléments de l'A2AD, l'unité de défense cyber regroupant plusieurs services va quadrupler pour atteindre 4000 personnels dans les plans prévus pour 2028. C'est une impressionnante consolidation qui reste pourtant bien maigre au regard des capacités chinoises ou d'autres grandes puissances et contenue dans des missions strictement défensives. De plus, le recrutement sera forcé en réduisant les critères d'aptitude militaire pour les postes cyber. Ce qui caractérise le plus les plans de défense du Japon est qu'il a l'intention de s'entourer d'un mur de feu défensif en plusieurs couches hérissées et multidomaines. Tous ces points ne sont qu'un survol des plans ambitieux du Japon pour réformer et muscler sa défense à l'horizon 2030, avec pour objectif principal d'intensifier la protection de son territoire et de sa ZEE dans la circonscription de ce qui lui est convenable à court terme et en accord avec sa ligne politique post-1945. Ces dirigeants tiennent aussi compte de l'opinion publique et de l'état de la société qui n'est pas encore prête pour une révolution stratégique. Cependant, les mesures du plan 2023-2027 sont impressionnantes et imposent de doubler les dépenses de défense en y consacrant 2% du PIB. Mais l'enthousiasme qui embaume les projets voile la réalité de graves inéquations et manquements. Nombre des systèmes avancés choisis sont déjà d'une autre époque malgré leur modernisation et ont été fortement discrédités dans la guerre en Ukraine. De plus, en temps de guerre, ils sont trop coûteux, trop lents et trop compliqués à produire et nécessitent une trop grande formation pour les nouvelles recrues, compromettant leur remplacement et leur utilisation dans la durée. Les critères de robustesse et de montée en puissance sont absents. Le maintien d'une petite force de volontaires, environ 247 000 d'actifs et 48 000 de réserve, ne permet pas non plus d'encaisser une guerre d'attrition. Cela pose aussi la question d'un débat sur le service militaire obligatoire, qui est considéré comme une infamie depuis l'humiliation de 1945, mais qui est la seule solution au déficit démographique et pour capitaliser les ressources humaines de forces armées. La robotisation ne saurait être un substitut. Qualité et quantité sont complémentaires et de rigueur. Le petit volume et le caractère technocentrique des forces japonaises n'assurent au Japon ni la puissance de dissuasion, ni celle de combat, ni la résilience dans un grand conflit armé de haute intensité et qui pourrait aussi et surtout s'éterniser. De plus, ce format rend le Japon stratégiquement dépendant d'alliés, alors que sa politique lui est propre et réclame des capacités d'affirmer et d'implémenter sa volonté politique. Le Japon, tout en étant motivé par l'alliance avec les États-Unis et son nouveau réseau de partenaires, doute que ceux-ci puissent vouloir venir à sa rescousse ou être en mesure de le faire en toutes circonstances, et ce jusqu'à la fin de la guerre. Sur les plans doctrinal et organisationnel, les forces japonaises poursuivent des rénovations encourageantes, mais faiblement ébauchées. Entre autres, les délimitations des districts des forces terrestres, maritimes et aériennes ne se correspondent pas géographiquement. Ils devraient être identiques et interarmés pour achever l'interopérabilité. Mais cela ne suffirait pas. Les forces japonaises devraient, tout en soutenant des capacités de défense territoriale optimisées, muter la totalité de leurs composantes de campagne en corps expéditionnaires qui affronteraient l'ennemi outre-mer plutôt que dans le périmètre national. Sinon, celui-ci, cœur de la nation, serait directement exposé aux dommages de la guerre. Il faut une profondeur de défense stratégique autour de l'archipel et au-delà, vers les chaînes d'îles et le continent. Autre problème, les piliers non militaires de la défense japonaise sont terriblement négligés, alors qu'ils devraient être des urgences. Cela implique en premier lieu la défense civile, pour la protection passive des populations et la mobilisation d'infrastructures ou de la défense industrielle, avec une montée de la capacité de production pour une économie de guerre.
Finalement, le Japon devra hâter sa normalisation par une révision constitutionnelle autorisant le droit à l'usage de la force et à des armées reconnues sous un statut militaire. C'est une première condition au retour vers la puissance politico-militaire. Trop peu, trop tard, la vraie transformation se fera au pied du mur si un conflit armé éclate et s'impose au Japon. Elle se fera brutalement, comme d'accoutumé dans l'histoire du pays, alternant de longs sommeils et des éruptions soudaines, à l'image de la nature volcanique de l'archipel. Le Japon a toujours excellé dans les transformations et les adaptations tant radicales qu'essentielles. Lorsque le moment viendra, on peut imaginer qu'il manifestera une nouvelle fois son aptitude inébranlable à lever le vent divin pour sa défense. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.